propose de se présenter pour commencer. Ouais. Donc moi je suis Sébastien Tessuto, je suis vice-président du SNMKR, donc un des 3 syndicats, et je suis à la place de Guillaume Rall, le président qui devait être là aujourd'hui mais qui ne peut pas être là. Et moi je suis François Randazzo, je suis président du syndicat Alizé. Donc ce qu'on vous proposait, c'est de le faire en mode interactif, si vous avez des questions sur les syndicats, la représentativité professionnelle, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On peut commencer par peut-être déjà dissocier, c'est clair pour tout le monde, l'ordre, les syndicats, l'URPS, qui fait quoi? Quelles sont les prérogatives de chacun? Ouais. Donc les URPS, c'est les unions régionales des professionnels de santé, élus tous les 5 ans, qui représentent les kinésithérapeutes auprès de l'ARS pour tout ce qui est offre de soins, plusieurs missions des URPS. Les élus URPS sont élus sur liste syndicale. Et ensuite, alors ils sont censés, une fois qu'ils sont élus, perdre leur casquette syndicale, entre guillemets, tout le monde travaille ensemble pour la région. Mais cette élection permet aussi de calculer la représentativité des syndicats. Donc c'est le résultat des URPS au niveau national, dans chaque région, qui permet de déterminer la représentativité des syndicats. Donc c'est une élection où, au dernier scrutin en 2021, il y a eu 25% seulement des kinés qui se sont exprimés. Et c'est dommage parce que c'est là où on décide de qui va représenter la profession auprès des instances. Donc il y a beaucoup de monde qui, sur les réseaux sociaux, viennent remettre en question notre façon d'aborder les choses. Mais c'est au moment de ces élections qu'il faut voter pour choisir qui nous défendra la profession. Et il faut savoir que effectivement le taux de participation aux élections professionnelles est vraiment scruté. En fait, quand on harcèle les kinés en disant votez pour les élections professionnelles, même votez blanc. Pourquoi? Parce qu'en haut, quand on négocie, en négociation conventionnelle ou quand on discute avec le ministère, c'est scruté ces chiffres-là. Le taux de participation. Est-ce qu'une profession s'intéresse à ce qui se passe? Est-ce qu'elle vote aux élections professionnelles? C'est un des éléments qui fait qu'on va être plus ou moins écouté ensuite quand nous, on va négocier au niveau national. Alors sur l'avenant, il y a eu des modes. Alors c'est un peu différent. Quand on fait une négociation conventionnelle, donc on a négocié pendant 1 an et demi. Vous avez vu, pendant 1 an. Ensuite, ça s'est terminé. On s'est opposé à l'Alizé et le SNMKR. On est revenu en négociation 6 mois après. Le texte est passé. Et ensuite, il y a plusieurs façons de faire. Nous, au SNMKR, c'est les adhérents qui votent. Donc François va expliquer ce qui s'est passé chez Alizé. Et à la FFMKR, c'est une fédération. Et donc là, c'est chaque fédération qui va voter lors d'un congrès pour décider de la signature ou pas de l'avenant. De notre côté, en fait, une de nos idées phares, c'est que quand on signe une convention, on engage toute la profession. Et donc, il nous semble pertinent que toutes les personnes qui sont engagées par cette signature puissent s'exprimer et donner leur avis sur l'avenant. Donc c'est pour ça qu'on a créé une plateforme de démocratie participative à laquelle tous les kinésithérapeutes, syndiqués ou pas, peuvent participer gratuitement. Donc là, au niveau de l'avenant 7, il y a eu, on a fait une consultation au mois de décembre, une autre au mois de janvier, et enfin une dernière au mois de juillet quand il y a eu la version définitive. Et on a eu en gros à chaque fois 3500 kinésithérapeutes qui se sont exprimés. On a 6000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme. Donc la plateforme 1 an et demi, le nombre de kinés inscrits continue à évoluer régulièrement. Mais c'est vrai que plus il y aura de monde, plus la pertinence des résultats sera vérifiée. Après, nous, je comprends et je peux partager ce que dit François. Nous, on a décidé au sein du syndicat, c'est une question qu'on s'est posée, que finalement, il fallait qu'il y ait une plus-value à être adhérent à un syndicat parce qu'on participe, on paye financièrement. Et donc, on a préféré donner la primeur du choix à nos adhérents. Et c'est écrit dans nos statuts, en fait. Et nous, par rapport à ça, en fait, le paradigme est inversé. Plutôt de dire aux kinésithérapeutes, c'est acquittez-vous d'une adhésion pour pouvoir exprimer votre voix. C'est adhérer pour soutenir ce modèle qui permet à chacun de participer à la décision. Personne n'a de questions? C'est tout clair pour vous, les syndicats, fonctionnement, la convention? Et qui est adhérent? Ah ouais, on a un panel... ouais. Un public conquis. Ah oui, d'accord.
Alors souvent, une des questions qu'on avait, qui revenait hier, c'était quel est l'intérêt d'adhérer à un syndicat? C'est quelque chose qui était posé hier pas mal. Et souvent, ce qu'on disait, c'est que le syndicat joue à plusieurs niveaux. Il y a le fait effectivement de négocier une convention nationale. Ça, c'est la finalité politique. Mais il y a aussi tout ce qui est aide locale. Nous, on aime bien dire que, Guillaume le disait hier, qu'adhérer à un syndicat, c'est diminuer sa charge mentale professionnelle. On est là pour vous aider à comprendre le texte, à vous installer, à savoir comment vous dépatouiller avec vos collaborateurs, à monter votre cabinet, etc. C'est aussi ça le rôle d'un syndicat, c'est un accompagnement quotidien. Et également faire descendre de l'information d'en haut, parce que c'est compliqué, un avenant conventionnel, là il faisait 79 pages encore celui-là, et encore c'était un avenant. Donc le but, c'est de le pré-mâcher et de pouvoir vous l'expliquer, parce que c'est pas votre boulot de savoir lire un texte juridique, c'est à nous par contre de vous l'expliquer et de vous apprendre à naviguer avec, quoi. Oui, effectivement, il y a tout un travail de pédagogie qu'on a essayé de mener tout au long des 18 mois de l'avenant 7 au détriment de la durée de sommeil, puisque nous, en fait, à chaque rencontre conventionnelle, on faisait un document d'une dizaine de pages où on décortiquait le contenu juridique de ce qui avait été mis sur la table par l'assurance maladie, et où aussi on essayait de donner des éléments de contexte pour que les kinés puissent évaluer la difficulté qu'on peut avoir à négocier avec l'assurance maladie. Bien souvent, on se heurte à un mur. Et bon, vous avez tous pu voir, le gouvernement Macron ne se caractérise pas par une fibre sociale très, très développée. Donc les négociations sont très dures. Et voilà, c'est ce qu'on a voulu transmettre, permettre aux kinés d'appréhender ces difficultés. D'ailleurs, c'était très complémentaire parce que effectivement, il y avait un document très bien fait par Alizé. Nous, on a aussi beaucoup aimé faire des Facebook Live. Dès qu'on sortait avec Guillaume, on faisait un Facebook Live. D'ailleurs, ça a parfois été compliqué parce que les informations en réunion étaient, pour le dire, partielles, voire partiales. Et du coup, on se retrouvait en Facebook Live à devoir expliquer ce qui s'était passé. Et donc, le but, c'était vraiment de vous expliquer de l'intérieur comment se sont passés ces négos conventionnels pour nous aussi. Comment on négocie. Nous, quelque chose qu'on a vraiment regretté, c'est un truc français, ça, c'est de ne pas avoir d'évaluation des politiques publiques. On a parlé du zonage, vous avez vu, le zonage a été augmenté, il avait été mis en place avec l'Avenant 5. Nous, la première chose qu'on a demandé en arrivant au SNMKR, c'est une évaluation du zonage. Qu'est-ce que ça a donné, ce zonage? Il a été mis en place il y a 5 ans, alors 2019 à peu près en région, donc ça fait 4 ans. Qu'est-ce que ça a donné? On a mis 10 mois à avoir des chiffres pour nous dire, bah oui, en zone surdotée, la densité a diminué, elle a beaucoup augmenté en zone très dotée, etc. Moi, j'étais très surpris de ne pas avoir de chiffres en face pour nous dire, bah oui, évaluer les politiques publiques. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de fondamental et qui manquait vraiment pendant ces négociations conventionnelles. Je rejoins pleinement ton propos et en fait, depuis janvier 2023, j'ai attaqué un master de gestion et politique de santé à Sciences Po Paris, et c'est vraiment quelque chose qu'on fait remonter, parce que quand on regarde les politiciens s'exprimer à la télé, on dirait que tout est bien millimétré, et il y a beaucoup de choses, hein, où ça nous a donné le sentiment d'être fait au doigt mouillé. On n'est pas opposé, effectivement, il y a une problématique de répartition des professionnels sur le territoire. Mais ce qu'on demandait, en fait, c'est que la façon de répartir les professionnels sur le territoire soit basée sur des études scientifiques qui permettent de définir une règle de fonctionnement qui soit cohérente. Là, en fait, ils ont fixé un curseur pour le zonage à 30% de façon totalement arbitraire. Et donc, nous, on s'est battu contre ça. Au départ, ils voulaient mettre 40%. On a bataillé pendant des semaines pour faire baisser ce chiffre. On a bataillé jusqu'au bout pour réintroduire la possibilité pour les agences régionales de santé d'avoir 2,5% de marge, parce que les agences régionales de santé en région, elles connaissent le territoire, elles savent les endroits où il y a des incohérences dans la façon dont le zonage est fait, et ça leur permet d'avoir une possibilité locale de faire varier ce zonage. Et ça, il a fallu se battre, mais on a obtenu ça. On a signé le 13 juillet, c'est d'être obtenu le 6 ou le 7 juillet. On nous a proposé 40%, on nous a même proposé 2 sortants pour un entrant en zone surdotée, donc il fallait que 2 kinés quittent la zone pour qu'un seul rentre. On a eu des propositions farfelues comme celle-là, et ce qui était très étonnant, c'est que finalement, quand on a réussi à avoir des chiffres sur le zonage, on s'est rendu compte qu'en zone surdotée, effectivement, la densité de kinés était restée la même, donc c'était efficace, c'était l'objectif. Et qu'en zone très dotée, le nombre de kinés avait explosé. C'est assez logique. À Montpellier, moi je suis à Montpellier, vous ne pouvez plus vous installer à Montpellier, donc vous allez vous installer dans les villes périphériques qui sont très dotées.
Et donc on s'est dit, bah ok, pourquoi pas. Donc ça fait 12% de zones surdotées et 10% de zones très dotées. Donc ça fait ok pour augmenter un zonage à 22%. En termes de chiffres, en termes de densité, ça s'explique. Et là on nous sort 30% qui sort de nulle part. C'était au doigt mouillé. On nous a sorti ce chiffre au doigt mouillé. Excusez-moi. Oui, je disais, d'après ce que j'ai compris, en amont, on ne vous avait pas consulté. Et par la suite, effectivement, vous vous êtes impliqué, vous avez posé des bonnes questions et ça a évolué. Donc, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'ils ne vous impliquent pas en amont? Alors, il y a le problème à la source. Il y a une période particulière. Il faut savoir qu'au niveau national, il y a des CPN, ce qu'on appelle des commissions paritaires nationales, entre les syndicats et l'assurance maladie. En général, il y en a 2 par an. Depuis 2020, il n'y en a pas eu. Il y a eu le Covid. Et ensuite, on est parti en négociation conventionnelle. Et du coup, on n'a pas eu de CPN pendant 1 an et demi. Et ces CPN, elles sont fondamentales. C'est là qu'on discute avec l'assurance maladie. Effectivement, qu'on fait des retours de terrain sur ce que nous, on veut voir changer dans le texte. Et on n'a pas eu ces échanges-là. Donc ce qu'on a fait, je crois que d'ailleurs François pourra le dire, je crois que vous l'avez aussi fait chez Alizé, c'est que nous quand on est arrivé en négociation conventionnelle au SNMKR, on est arrivé avec un projet conventionnel en disant à l'assurance maladie, voilà, nous on veut que le domicile soit revalorisé, on est d'accord pour parler de zonage mais on veut des chiffres, etc., etc. Donc on est arrivé avec un projet conventionnel. Mais vous savez ce que c'est une négociation. Oui. L'assurance maladie est arrivée aussi avec ses petites idées. Elle savait de quoi elle voulait nous parler, elle voulait nous parler des étudiants, elle nous voulait parler du zonage. C'était les 2 sujets dont ils voulaient nous parler. Donc on est arrivé avec ça, mais après, ça reste une négociation. Après, c'est un exercice qui est assez frustrant parce qu'on a dû produire, chaque syndicat, une vingtaine ou une trentaine de pages de propositions, toutes qu'on avait mûrement réfléchies pendant les mois qui ont précédé la négociation. Sur ces propositions, ils ont retenu quoi 5% 2% ouais, c'est vraiment... Et ensuite, les séances de négociation, ça dure 90 minutes, 120 minutes parfois. Et dans ce délai-là, il faut arriver à faire passer les choses. Bon, il y a des échanges entre les différentes réunions, mais le temps d'échange pour construire des solutions qui pourraient être à la croisée des chemins entre les attentes de l'assurance maladie et les nôtres, il est vraiment très limité. Donc c'est vraiment un exercice frustrant. Chacun arrive avec ses objectifs. Pour le coup, les objectifs syndicaux au début de la négociation étaient communs. Après, on a divergé sur la fin. Mais au début, on était communs. C'était une revalorisation qu'on attend depuis 10 ans, avec un pouvoir d'achat qui s'écroule. Une revalorisation du domicile, parce que les kinés ne vont plus à domicile. Et dans le virage ambulatoire, c'était vraiment fondamental. Et encore une fois, pourquoi pas parler de régulation démographique? Parce qu'on est une des professions qui a une régulation, on va dire, la plus différente. On est entre du 1 sur 4, hein, entre les différentes zones en densité de kinésithérapie. Donc c'est des sujets sur lesquels l'assurance maladie est arrivée, encore une fois, avec ses idées à elle. Elle voulait nous parler de régulation démographique, elle voulait nous parler des étudiants et du conventionnement. Et évidemment de revalorisation, mais on va dire que c'est pas tout à fait comme ça que nous on l'entendait, la revalorisation. Mais donc voilà, et ensuite il faut trouver un accord là au milieu quand même. Et, oui, je vous l'ai dit, tout à l'heure vous disiez que il y avait une bonne partie des kinés qui n'adhéraient pas au syndicat. Qu'est-ce que vous faites pour faire adhérer ces personnes-là? Enfin, ces kinés-là qui soit peut-être ne sont pas au courant ou sont réfractaires. Est-ce que vous avez une action vers ces kinés-là pour qu'ils adhèrent? Parce que l'union fait la force. Globalement, oui. Globalement, il doit y avoir 10% des kinés qui sont syndiqués. Nous, on passe, tous syndicats confondus, nous, on passe notre temps à envoyer des mails, à envoyer des publications sur les réseaux sociaux, à envoyer des courriers postaux pour sensibiliser les kinésithérapeutes à la nécessité de se syndiquer. Parce que quand on arrive en négociation, l'assurance maladie regarde les chiffres de la dernière enquête de représentativité, il voit 10% de syndiqués, c'est que c'est une profession qui se sent bien, qui n'a pas envie de voir ses conditions d'exercice évoluer. Et donc, ils abordent les négociations en se disant le risque que la kinésithérapie s'embrase et sorte dans la rue, il est restreint puisque peu de personnes s'intéressent. Donc nous, on essaye de faire de la pédagogie, de sensibiliser les kinésithérapeutes à la nécessité de se syndiquer. C'est pas évident. Les kinés ont des emplois du temps très chargés, font des grosses semaines. Donc effectivement, il y en a beaucoup qui prennent pas le temps de lire les communications qui leur sont transmises quand ça arrive dans leur boîte mail ou dans leur boîte aux lettres. Et c'est dommage parce qu'on a vraiment une belle profession. On apporte vraiment des choses importantes au système de santé, à nos patients. Mais si on n'arrive pas à se fédérer pour la défendre,
les conditions d'exercice vont devenir de plus en plus complexes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand je vous parlais du taux de participation aux élections professionnelles. Quand une profession arrive en négociation conventionnelle, l'assurance maladie regarde deux choses. Ce que disait François, le nombre de syndiqués, le pourcentage de syndiqués, et le taux de participation. Quand vous avez des kinés en face de vous, qui sont syndiqués à 10%, tous syndicats confondus, et qui participent à 25% aux élections professionnelles, et que vous êtes l'assurance maladie, vous vous dites quoi ? Mais si je les fâche, est-ce que ces gens-là, ils vont descendre dans la rue? Non. Est-ce que ces gens-là, ils vont râler? Non. Donc, je vais pouvoir en imposer encore plus. Quand vous vous retrouvez face à des médecins en face, qui, eux, pour le coup, ont un vrai pouvoir de nuisance, le rapport n'est pas le même. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on essaie de dire aux kinés. Pour moi, se syndiquer, on syndique pour deux raisons. La première, c'est donner du poids au syndicat. Quel que soit le syndicat, donner du poids au syndicat pour aller négocier avec l'assurance maladie. Et la deuxième, c'est pour soi. Encore une fois, c'est diminuer sa charge mentale professionnelle, c'est avoir un réseau, une communauté avec qui on échange. Je sais que dans chaque département, nous, on a des groupes WhatsApp où on échange, on se pose des questions, on organise des soirées d'information. Donc il y a aussi cette notion de faire partie d'une communauté et d'avoir un niveau d'information. Donc il y a un niveau pour vous syndiquez pour avoir de l'information, pour être aidé, et un niveau pour nous donner du poids, pour ensuite pouvoir aller négocier avec l'assurance maladie. Et en ce qui concerne les étudiants, est-ce que vous avez des actions vers ces étudiants-là pour les faire adhérer au tour aujourd'hui? Alors les étudiants ont un syndicat propre aux étudiants. C'est la FNEC qui sont juste là. Tu veux nous rejoindre, Maxime? Donc on interagit avec eux, mais après voilà, c'est leur rôle à eux de représenter les étudiants. Parce que c'est là où ça commence. Je pense que pour avoir plus de syndiqués à l'avenir, parce qu'aujourd'hui on peut supposer que ceux qui sont déjà là, c'est sacrifié ou peut-être presque, mais il faut miser sur ceux qui vont venir. Donc je pense qu'il y a quand même une action forte à avoir avec eux, pour voir comment les syndiquer dès le début, pour les mettre dans le bain, pour que par la suite, ça puisse être profitable pour le métier. Donc, on a des échanges avec la FNEC et localement, dans les IFMK, les représentants syndicaux vont faire des présentations aux étudiants sur la nécessité, quel est le rôle des syndicats, puis la nécessité de se syndiquer. De plus en plus. Ça a été pendant une période compliqué de faire rentrer, alors rentrer c'est un grand mot, mais faire rentrer les syndicats dans les IFMK pour sensibiliser. Mais de plus en plus maintenant, les syndicats, tous les syndicats, arrivent à rentrer dans les IFMK pour présenter le syndicat. Et effectivement, quand on sort de l'école, tout de suite se dire, bah oui, adhérer à un syndicat, savoir des réponses à ces questions, sur l'installation, etc., etc. Donc de plus en plus, ça arrive. Et on va laisser Maxime, donc président de la FNEC, se présenter puis nous dire. C'est ça, donc je m'appelle Maxime Arcoin, je suis président de la FNEC, donc c'est la Fédération nationale des étudiants et étudiantes en kiné. Je suis étudiant à l'IFMK de l'APHP sur Paris, mais en césure pour la présidence de la FNEC. Et donc, effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense que l'engagement, avant de s'engager dans un syndicat, ça passe aussi par l'engagement en tant qu'étudiant. Donc, l'engagement étudiant, ça se fait à tous les niveaux. Ça se fait dans son IFMK, ça se fait au national avec la FNEC. Et donc, je pense que si déjà nous, on arrive à toucher les étudiantes, alors dire que les syndicats, s'engager en tant qu'étudiant, c'est important, mais aussi s'engager en tant que professionnel de santé dans les syndicats, c'est important aussi parce que c'est ça qui va leur permettre de porter leur voix, de porter leurs idées et de faire avancer la profession comme ils et elles le veulent. Je pense qu'on aura tout à gagner pour représenter la kinésithérapie au mieux. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce qui a changé justement pour l'avenant, pour les étudiants dans l'avenant? Donc à partir de cette rentrée, tous les étudiants qui arrivent à l'école là, en septembre, lorsqu'ils seront diplômés, vont devoir faire 2 ans à l'hôpital ou 2 ans en zone sous-dotée ou très sous-dotée pour pouvoir être conventionnés. Nous, au SNMKR, c'est là qu'on va pas être d'accord avec François, mais on a le droit, et c'est la pluralité politique. Pour nous, c'était la mesure de trop. C'est celle que nous, pour le coup, on n'a pas compris, parce qu'on a très très peur déjà que cette mesure entraîne une perte d'attractivité sur le métier. Et la deuxième chose, ça va entraîner des conséquences sur les collaborateurs et les remplaçants, parce qu'on va avoir un trou dans la raquette pendant quelques années. Et on pense qu'on a un zonage qui est tout frais et qui n'a pas encore eu le temps de faire ses effets sur le territoire pour justement mieux réguler la profession de kinésithérapeute. Donc, par rapport à cette mesure, en fait, le gouvernement a été très clair pendant les échanges, l'assurance maladie l'a été également, c'est que si ça ne passait pas par la voie conventionnelle,
voie conventionnelle où on a la possibilité de moduler ces mesures, parce qu'en fait, au départ, ils nous proposaient 3 années complètes de salariat ou en zone sous-dense, à 100% à l'hôpital, sans possibilité de faire du remplacement libéral en parallèle. Donc c'était soit conventionnel, soit passé par la loi. Et à ce moment-là, ils revenaient aux propositions de départ, c'est-à-dire les 3 ans et 100% à l'hôpital. Nous, en fait, on a privilégié la voie conventionnelle parce que ça nous a permis en fait, de batailler, donc de faire passer de 3 ans à 2 ans, de pouvoir intégrer le clinica. En fait, si les clinicas, c'est 3 mois de stage qui sont faits en dernière année. Si ce clinica est fait en zone sous-dense ou à l'hôpital, il peut être déduit des 2 années. Donc ça nous semblait, entre 2 mots, on a choisi le moins pire. Et aujourd'hui, ce qu'on a en tête, c'est on a 5 ans pour travailler, pour moduler ces choses-là. Pendant ces 5 ans, c'est de faire une analyse des chiffres de la répartition des kinésithérapeutes sur le territoire pour voir comment le zonage va faire évoluer cette répartition. Et puis, si l'évolution est favorable, s'appuyer sur cette évolution pour dire, 2 ans, c'est trop. On peut réduire encore ces contraintes. Donc, plutôt que de subir quelque chose imposé par la loi, on a préféré pouvoir retrousser nos manches, mettre les mains dans le cambouis et moduler ces choses-là. Et ça, c'est valable pour les étudiants qui rentrent en première année en septembre. Qui sont rentrés en septembre. Pas pour ceux qui sont déjà en cours de... C'est vrai qu'il y a après je passe la parole à Maxime, c'est vrai qu'il y avait un risque législatif, mais on en parlait déjà nous au moment de l'avenant 5 sur le zonage, il y avait aussi ce risque effectivement que ça passe par voie législative, qui s'entend complètement. Nous, il y a autre chose qui nous a quand même inquiété aussi sur les étudiants, c'est le financement des études. C'est quelque chose qui fait partie et ça Maxime pourra en parler, qui fait partie du package. Nous on a quand même dit, mais attendez, on a quand même des étudiants en France qui paient leurs études, cher pour la plupart, notamment dans des IFMK privés à but lucratif. On ne peut pas leur demander de s'installer et en plus de payer 10 000, 15 000 balles par an leur année. Et donc on a un groupe de travail qui doit se réunir qui doit donner une réponse même avant janvier 2025, c'est ça nous, on est très sceptiques sur la possibilité de se mettre d'accord. Pourquoi ? Parce que face à nous, il y a des IFMK privés à but lucratif. On ne voit pas comment le gouvernement ou les régions, parce que vous savez que c'est les régions qui financent les études, vont pouvoir agir sur ces IFMK privés à but lucratif. Ce qui est écrit dans l'avenant, c'est que si on n'arrive pas à se mettre d'accord, dans ce cas-là, l'assurance maladie pourrait participer au coût des études des étudiants. Mais ça veut quand même dire que notre enveloppe conventionnelle pourrait servir à payer des étudiants qui sont en IFMK privé à but lucratif. Donc indirectement, de donner des sous à des IFMK à but lucratif. Si je veux pousser le bouchon un peu plus loin, pourquoi ces IFMK privés à but lucratif n'augmenteraient pas leurs tarifs, sachant que derrière les étudiants vont être pris en charge ? Donc voilà, il y a toutes ces questions qui sont en suspens, mais dont on va parler bientôt, puisqu'il y a un groupe de travail qui s'ouvre très très bientôt. Voilà, globalement pour la FNEC et les étudiantes, je ne vais pas m'attarder dessus, mais on s'est opposé à ces mesures donc dites coercitives, donc d'obligation d'aller s'installer. Mais en tout cas, nous, les problématiques derrière qu'on voit, c'est effectivement ce qui a été soulevé sur le financement, où on n'a pas de garantie derrière de la façon dont ça va être fait, ni d'ailleurs pour le salariat. Le salariat n'a pas été consulté, on ne sait pas quelles sont les capacités d'accueil des structures en salariat. Donc c'est nous, ce qu'on met en avant, c'est des mesures qui ont été signées dans peut-être la précipitation et de se dire on signe et après on avise de comment ça va être fait, comment ça va être mis en place. Donc évidemment on va participer au groupe de travail. Oui, ça a été signé en juillet dernier. Donc on va participer au groupe de travail, on va faire en sorte avec les syndicats d'obtenir les meilleurs financements pour les études privées. De ce côté-là aussi, effectivement, on va essayer d'obtenir les financements pour les IFMK qui sont privés. Ça représente 25 IFMK sur les 50 en France, mais les 25 publics, eux, sont déjà financés et ils vont également avoir ces mesures coercitives, ces obligations d'installation. Donc c'est toutes ces questions-là qui sont encore à traiter. Évidemment, nous, on va se positionner, on va faire en sorte que les conditions pour les étudiants et étudiantes, pour les futurs diplômés, soient les meilleures. Mais c'est vrai qu'on est un peu déçus de la façon dont ça s'est fait. Et pour revenir sur ce que tu évoquais au niveau des salariés, effectivement, les mesures pour les nouveaux diplômés vont impacter les gens qui ont fait, et kinés qui ont fait le choix de faire leur carrière à l'hôpital. Et à ce titre,
j'ai sollicité dans le courant du mois d'août Agnès Firmin-Lebaudot pour demander en fait la création d'un groupe de travail de suivi de ces mesures, précisément par rapport à l'impact que ça va avoir sur l'exercice salarié. Donc là, on va réunir les syndicats de salariés et les syndicats étudiants pour arriver en fait à anticiper et préserver les personnes qui ont fait le choix de faire leur carrière à l'hôpital. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'était moi j'ai trouvé le manque de préparation. Alors parce que la mesure, on peut être pour, on peut être contre, peu importe, c'est du débat politique. Mais la FHF n'a pas été consultée, donc la Fédération hospitalière de France. Quels sont les vrais besoins? La FHP, quels sont les vrais besoins à l'hôpital? Il manque des kinés à l'hôpital, on le sait. Mais combien? Je veux dire, si les 3500 décident d'aller à l'hôpital en sortant, est-ce que les hôpitaux sont en capacité de les accueillir? Les syndicats de salariés de kinés n'ont pas été consultés non plus. Donc on a vraiment eu l'impression, nous, quand on a demandé l'assurance maladie, mais est-ce que vous avez essayé d'évaluer quels sont les besoins? Est-ce que les étudiants qui vont sortir vont décider d'aller plutôt en zone très sous-dotée ou plutôt à l'hôpital? Parce que ça va quand même changer la donne. On parle quand même de 3500 diplômés chaque année, à peu près, 3000, 3500, à peu près les chiffres. Donc encore une fois, c'est ça. C'est cette impréparation, moi je trouve, avant, et qui nous a pas donné les garanties suffisantes pour se dire, ok, on y va, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas compter sur la force publique pour organiser ça. Il va falloir, nous, être force de proposition pour encadrer cette période. Parce que là, il y a beaucoup de paramètres. En fait, on a bougé beaucoup de curseurs. On a bougé le zonage. Il y a les conditions d'installation pour les nouveaux diplômés. Et donc, il va y avoir des choses. Il va falloir observer le terrain, voir comment ça va se passer pour pouvoir être très réactif et proposer des solutions pour canaliser ça, que ça ne soit pas un bordel non organisé. Et est-ce que les 3500 étudiants qui sortent chaque année permettent de compenser les départs en retraite ou les kinés qui arrêtent aussi? Moi, je vois de plus en plus je vois passer des kinés qui arrêtent carrément de la profession. Donc, est-ce que là, ça représente quand même une bonne compensation? Le nombre de kinésithérapeutes ne cesse de s'accroître. Oui. Donc là, on devrait passer, on est quoi, 75 000 libéraux. Ça fait pas loin de 80. Pas loin de 90. L'ordre communique sur 100 000 sur ça. Sur 100 000 tout confondu, je crois. 100 000 tout confondu. Donc on est la profession qui a l'évolution démographique la plus dynamique. Et c'est ça qui inquiète le gouvernement. C'est que, en fait, plus il va y avoir de kinés libéraux, plus il va y avoir de dépenses de kinésithérapie. Mais après, le problème n'est pas pris dans le bon sens. Parce qu'il ne faut pas analyser ça dans ce sens-là. Il faut se dire, pour notre population, de combien de kinésithérapeutes on a besoin pour les prendre en charge correctement. Et ce travail, il n'est pas fait. C'est quelque chose qu'on a demandé pendant toutes les négociations conventionnelles. Mais ça tarde à voir le jour. C'est une vraie demande. C'est une vraie demande, alors qui effectivement peut prendre du temps. Et vous savez là, c'était un avenant conventionnel. En 2027, on aura la possibilité de dénoncer la convention. Donc c'est quelque chose qui sera peut-être réfléchi entre les syndicats. Et là, vraiment de revoir la convention de fond en comble. Nous, la demande qu'on avait au début, c'est quel est le vrai besoin en kinésithérapie en France? Est-ce qu'il a été évalué? Parce qu'on a quand même une pratique qui change. On nous parle de l'exercice conventionnel. Il y a de plus en plus de kinés qui font également du hors convention, de la prévention, du sport santé, etc. On sait maintenant, alors chez les médecins, les chiffres, c'est à peu près qu'il faut 2,5 nouveaux médecins généralistes pour remplacer un médecin généraliste partant à la retraite, parce que les nouveaux médecins travaillent 3 jours, 4 jours, ils ont envie aussi de profiter de leur vie perso. Je pense que ça doit être relativement la même chose chez les kinés. Moi, j'ai 40 ans, j'ai aucun copain kiné qui travaille plus de 4 jours par semaine. Donc c'est toutes ces questions-là que nous on se pose. Quel est le vrai besoin? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de kiné également dans d'autres domaines, encore une fois en prévention, en sport santé, d'intervenir dans les écoles? Vous savez qu'il y a un groupe de travail sur l'expérimentation dans les écoles. Donc on nous dit il y a trop de kinés. En gros, le discours de l'assurance maladie, c'était de dire il y a trop de kinés, l'enveloppe est trop grosse, vous allez être de plus en plus nombreux, l'enveloppe ne va pas augmenter, donc la part de chacun va diminuer. Mais ça, c'est vrai sur le plan conventionnel. Si les kinés se mettent à aller faire de la prévention dans les écoles, dans la prévention dans les entreprises, s'ils font du sport santé qui n'a rien à voir avec la convention, quel est le vrai besoin en kinésithérapie? Ça, c'est vraiment une question qu'il faut qu'on se pose. Voilà, c'est ça, il y a un peu une ambivalence de discours entre les institutions, que ce soit les régions, le gouvernement qui nous dit on manque de professionnels de santé, il nous en faut plus, et l'assurance maladie qui dit nous on n'a pas de moyens donc on n'en veut pas plus. Et aussi ce qu'il faut savoir sur donc chaque année, les nouveaux diplômés qui viennent exercer en France, il y en a plus de la moitié en libéral, ce sont des diplômés qui viennent de l'étranger. Donc je pense qu'il y a vraiment
il va falloir repenser le fonctionnement qu'on a et qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça éternellement avec nos 3500 étudiants et étudiantes qui sortent chaque année. Et puis on a mis très longtemps à comprendre justement qu'il fallait qu'on fasse du préventif. On s'aperçoit, moi je fais aussi des actes hors conventionnement, et voilà, il y a plein de patients que je vois, je fais du pilate, je les vois alors très très peu en soins désormais, alors qu'avant je les voyais une fois, 2 fois par an. Donc on a longtemps oublié cette prévention. Alors je pense pas que ce soit la profession qui a oublié ça. Non. C'est au niveau politique, parce que ça fait 20 ans que les politiques nous rebattent les oreilles avec la prévention. Sauf que quand on va en séance de négociation conventionnelle et qu'on demande la création d'actes pour que la prévention puisse être prise en charge, ils bottent en touche et ils ont créé un acte de détection pour la personne âgée. Mais c'est 2% de ce dont on a besoin au niveau de l'arsenal de prévention. Sur prescription médicale, c'est dommage. L'APA, c'est flou, à mettre en place, il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas alors, une mutuelle. C'est un très bon sujet l'APA parce que justement, vous savez, il y a le PLFSS, donc le plan de financement de la sécurité sociale qui arrive chaque année. Et donc on rencontre, nous les députés et les conseillers ministériels dans ce cadre-là. Et une des choses qu'on a demandé, c'est sur le sport santé. Donc, tout le monde est d'accord, là, le gouvernement est à fond, le sport santé c'est génial, il faut prescrire de l'activité physique. Super. Quelle est la prise en charge ? Voilà. Donc il y a des mutuelles qui commencent à s'y mettre. Nous, ce qu'on a demandé, c'est que les kinés puissent prescrire de l'activité physique. Je ne sais pas si ça vous arrive dans vos cabinets. Moi, les médecins généralistes m'envoient les gens en leur disant mais allez discuter d'activité physique avec le kiné, il pourra mieux vous en parler que moi. Et donc ils savent pas, donc le médecin m'appelle en disant mais qu'est-ce que je fais ? Je lui fais une prescription, mais du coup il est pris en charge, il n'est pas pris en charge. Il y a un vrai sujet sur le sport santé, et je pense que là pour le coup nous les kinésithérapeutes, sur le sport santé, mais sur la prescription de sport santé aussi, il y a un vrai sujet à prendre en ligne de compte, et qu'on essaie de défendre au niveau politique. Alors là c'est plus conventionnel, pour le coup c'est plus l'assurance maladie, c'est dans le cadre du PLFSS, et donc c'est en rencontrant les députés, en rencontrant les conseillers ministériels, etc. etc. Oui, effectivement, il est de plus en plus question qu'il y ait des financements de l'assurance maladie pour des prises en charge en activité physique adaptée. Et je pense que ce à quoi il va falloir être très vigilant quand ça se mettra en place, c'est que ce ne soit pas réservé uniquement aux APA. Que les kinésithérapeutes qui sont dispensateurs de soins en activité physique adaptée puissent également le faire. Et au niveau politique, il y a quand même un fort courant pour que ce soit restreint au niveau des APA, parce qu'en fait c'est une filière qui forme beaucoup de professionnels. Ils peinent sur le terrain à trouver du travail, mais aujourd'hui, on est tout à fait pertinent pour faire de l'activité physique adaptée. On a un maillage territorial que les APA n'ont pas. On a dans nos cabinets des plateaux techniques qui nous permettent de faire des prises en charge qui sont de qualité. Après, il y a peut-être quelque chose à travailler auprès des kinésithérapeutes, parce que les kinés ont du mal à s'affranchir du modèle de l'assurance maladie. C'est-à-dire que quand il n'y a pas la carte vitale, il faut sortir de sa zone de confort, il faut dire aux patients, voilà, vous allez pouvoir faire cette prise en charge, mais il va falloir payer. Et ça, c'est quelque chose où nous, on a un rôle en tant que syndicat, c'est de faire de la pédagogie pour leur montrer comment procéder sur le terrain, leur montrer la voie pour qu'ils puissent se lancer, mais on a pleinement notre rôle à jouer dans ce type de prise en charge. Et sinon, est-ce que vous pensez judicieux de maintenir à long terme cette nomenclature là des actes qui devient ou est-ce qu'un jour on peut espérer obtenir un acte plus ou moins unique ou voilà, parce que c'est hyper compliqué. Des fois, on a des prescriptions, on cherche dans notre glossaire, dans quoi je vais mettre voilà. Alors, j'en profite pour rétablir quelques vérités sur la refonte de la nomenclature. Vous avez pu lire que la refonte de la nomenclature, ça a été décidé dans l'avenant 5. Non. Ce qui a été décidé dans l'avenant 5, c'est qu'il fallait créer un groupe de travail pour y réfléchir. Donc la nouvelle nomenclature qui vient de sortir, elle ne sort pas de l'avenant 5, elle sort de l'avenant 7. Là aussi, on a été très déçus. C'est les groupes de travail sur la nomenclature. On a eu 2 groupes de travail en 1 an. 2 réunions d'1h30. Les réunions étaient... Les PowerPoint avaient été finis 5 minutes avant. On n'a pas eu le temps vraiment de se pencher sur cette nomenclature. L'acte unique, je pense qu'il faut faire une croix dessus. L'assurance maladie veut absolument savoir ce qu'on fait. En fait, le problème à l'heure actuelle pour l'assurance maladie, et je vous explique comment eux voient les choses, je ne dis pas que je le partage. Quand vous faites un AMS 7,5, l'assurance maladie ne sait pas si c'est un poignet, un coude, opéré, pas opéré, une hanche, un genou. Et ce qu'ils veulent savoir, c'est ce qu'il y a derrière. Et d'où vous en arrivez à cette fameuse nomenclature qui est indigeste. Le but du jeu, c'est qu'elle soit adaptée
sur les logiciels, donc que ce soit facile à faire. Donc ça, c'est une condition qu'on a demandée, et il faut vraiment que le 22 février 2024, quand la nomenclature va se mettre en place, il faut absolument que les logiciels soient prêts pour avoir un menu déroulant et que ce soit simple. Et pour finir sur la nomenclature, nous on avait demandé, on a travaillé sur une nomenclature au SNMKR et on l'avait proposée. Ça n'avait pas été accepté par l'assurance maladie. L'assurance maladie s'est bloquée, pourquoi ? Parce qu'elle peut faire que 20 lettres clés maximum dans leur logiciel. Ça, c'est un problème technique. Déjà, Ça va être sur Minitel. Non, mais vraiment, c'est quasiment du Minitel. C'est quasiment du Minitel. Sauf qu'avec ça, ils veulent savoir quelle partie c'est, ils veulent savoir si c'est du référentiel ou pas du référentiel, et ils veulent savoir si c'est de l'opéré ou pas de l'opéré. Et bien du coup, vous en arrivez à du RAM 7,48, RAM 7,49, parce que c'était le seul moyen de distinguer les actes. Oui, donc ça c'est assez hallucinant, effectivement. Pour revenir sur ce dont tu évoquais, l'acte unique, en fait, l'acte unique, je ne pense pas que ce soit souhaitable. Parce que si tu valorises de la même façon une rééducation à la marche chez une personne âgée et une prise en charge lourde chez un patient neurologique, tous les gens vont faire une sélection, ils vont prendre que les rééducations les plus simples. Donc il faut valoriser la pénibilité de la prise en charge. Après, ce pourquoi on milite, et je pense qu'on est d'accord sur ça au niveau des différents syndicats, c'est pour dissocier la codification qui conduit à la traçabilité, pour que l'assurance maladie puisse savoir ce qu'on fait avec nos patients, de la codification qui conduit à la tarification. C'est-à-dire que d'un côté, on aura peut-être 80 actes pour que l'assurance maladie sache ce qu'on fait, mais de l'autre côté, on aura 4 ou 5 tarifs, ce qui permettrait de limiter en fait le risque d'erreur et le risque d'indu qui nous occupe beaucoup. Nous, la moitié des appels qu'on reçoit, c'est par rapport à des indus qui sont liés à des différentes interprétations entre la prescription du médecin et ce que code le kiné dans son logiciel. Et puis l'autre moitié, en ce moment, c'est par rapport au zonage, parce que comme le zonage va évoluer, beaucoup de kinés qui ont des projets de cabinet sont très inquiets sur la possibilité de mener leur projet à bien. C'est ce que j'allais dire, l'autre moitié c'est déjà le zonage, mais même avant puisque quand vous voulez vous installer, moi je suis à Montpellier, on vous demande est-ce que ma zone est surdotée, mais alors comment je fais, mon collaborateur s'en va, comment je le remplace, est-ce que c'est du 1 pour 1, est-ce qu'il y a une dérogation, etc. Et comment ça se passe justement, parce que moi je ne suis pas concerné par ce zonage en surdotage là, ou on dit quoi, Alors maintenant on dit plus zone surdotée, on dit zone non prioritaire. Bon, d'accord. Ça va mieux en le disant. Parce qu'on voit des rachats de conventionnement ou des choses comme ça. Là, il y a un espèce de marché noir du conventionnement. Et sans patientèle associée, on a essayé. Alors, dans la convention, dans l'avenant a été mis une clause qui dit que le titulaire et l'assistant doivent être d'accord pour que le conventionnement soit cédé. C'est en fait pour essayer de limiter ça. Et en fait, c'est pas tellement déontologique. Un conventionnement, c'est quelque chose d'immatériel qu'on ne peut pas normalement céder. Donc, l'idée, c'est de prendre en compte toutes les problématiques de continuité des soins qu'il peut y avoir au niveau des cabinets, parce qu'il y a beaucoup de cabinets qui se retrouvaient en carafe parce qu'un assistant collaborateur qui avait bénéficié d'un conventionnement grâce au cabinet, quittait le cabinet et partait avec son conventionnement. Donc, le cabinet qui était calibré pour travailler à 4 professionnels se retrouve à 3 professionnels et dans l'incapacité de payer les charges de fonctionnement du cabinet. On rejoint ce qu'on disait au début sur la charge mentale professionnelle. Maintenant, s'installer en zone surdotée, si j'ai un conseil à vous donner, c'est contacter un syndicat. Alors, contactez celui que vous avez envie, celui avec qui vous avez affinité, mais contactez un syndicat. Nous, on récupère des gens au bout de 8 mois, 9 mois. C'est trop tard, au bout de 6 mois, la place, elle est perdue en zone surdotée. Ça va un petit peu changer avec l'avenant 7, ce sera 2 ans, mais je pense que ça va aussi entraîner d'autres complications. Mais la première chose à faire, je récupère des gens qui me disent mais j'ai demandé sur Facebook, on m'a dit ça, et puis après j'ai demandé sur LinkedIn, on m'a dit ça, puis finalement, au bout de 8 mois, j'arrive vers vous. Je dis c'est con, hein, vous auriez pu gagner 8 mois, là vous avez perdu un conventionnement. Donc vraiment, appelez vos représentants syndicaux, ils siègent en commission paritaire, nous on sait comment ça fonctionne. Dans l'Hérault, c'est facile, la caisse applique le texte, on a fait une réunion technique et on s'est mis d'accord sur tous les points d'ombre. Donc vous nous appelez, vous nous dites moi mon sujet c'est ça, le collaborateur part machin. Moi je peux vous dire oui ça passera, non ça passera pas. Et si ça passe, on peut vous aider à monter votre dossier. Donc il y a vraiment un intérêt, plus ça va se complexifier et plus il y a un intérêt à mon avis de vous rapprocher d'un syndicat, d'avoir un syndicat avec qui vous allez pouvoir demander des renseignements et gagner un temps fou. Enfin nous on voit des situations hallucinantes. Oui, les réseaux sociaux regorgent de personnes qui racontent n'importe quoi avec un aplomb assez impressionnant. On entend plus celles qui racontent n'importe quoi d'ailleurs que...
Oui, tout à l'heure, on parlait d'étudiants qui allaient étudier à l'étranger. Est-ce que le syndicat a un pourcentage? Alors, ça, c'est une question. La deuxième question, c'est est-ce que ça ne vous inquiète pas qu'il y ait autant de nos étudiants qui n'arrivent pas à s'insérer dans les écoles de kiné ici et qui aillent étudier ailleurs? Et après, comment on fait? Est-ce que vous avez réfléchi à une façon de les intéresser ou qu'ils puissent faire leurs études en France? Parce qu'il y a visiblement quelque chose qui se passe mal pour que autant de personnes aillent étudier à l'étranger. En fait, le gouvernement, si un kinésithérapeute va se former à l'étranger, ça lui coûte rien du tout. Donc, c'est déjà, de ce point de vue-là, ils ne font pas d'action. Et ensuite, on est pieds et poings liés à cause de la communauté européenne, en fait, qui oblige la libre circulation des étudiants et des professionnels. Donc, ce qui se passe, c'est que comme le système de santé français est plus, en fait, au niveau des remboursements, il est plus généreux, hein, donc les professionnels qui sont formés à l'étranger viennent exercer en France. Mais il y a aussi un deuxième facteur, c'est les étudiants français qui ne réussissent pas le concours en France et vont se former à l'étranger, parce qu'il y a ça peut être en Belgique, à ce moment-là c'est universitaire et c'est un très bon enseignement, mais il peut y avoir aussi dans certains endroits où c'est commercial, c'est-à-dire qu'il suffit de payer pour rentrer dans l'école, il n'y a pas de sélection et donc ça permet de contourner un peu le système. Notre marge de manœuvre à ce niveau-là, elle est quasiment nulle, parce qu'en fait, le droit européen, c'est vraiment une forteresse. Et je vais laisser peut-être Maxime. Le chiffre qu'il faut avoir, moi en Occitanie, c'est 70% l'année dernière des kinés qui ont eu une autorisation d'exercice, donc pour exercer, ont été formés à l'étranger. Ne sont pas étrangers. 80% des kinés formés à l'étranger sont français. Ça rejoint également un des problèmes de l'avenant 7, c'est une des questions. Quid des diplômés étrangers? On n'a pas de réponse à l'heure actuelle. On l'a demandé, on l'attend toujours. Est-ce que ça veut dire que leurs études vont être financées à l'étranger? J'espère pas, on va pas se mettre à financer des IFMK étrangers. Comment ils vont être concernés par la mesure d'installation, etc. Ça aussi, c'est des points qui n'ont pas été abordés très clairement, et je pense qu'on va aborder dans les mois à venir, et qui sont quand même fondamentales. Ouais. Ben oui, parce que la notion de syndicat dont vous parliez, il faut adhérer. Quand les gens ils ont été formés à l'étranger, c'est normal qu'ils n'adhèrent pas au syndicat en France. Je ne trouve pas Effectivement, on ne peut pas le prouver, mais qui n'adhèrent pas au syndicat, on peut comprendre aussi. Parce que là, tout le travail qu'ils font à dynamiser toute une génération pour pouvoir adhérer au syndicat avec les valeurs qu'ils vont, ceux qui vont être formés à l'étranger, ils ne vont pas adhérer à ça. Donc déjà, vous, ça fait déjà un problème, une épine dans les pieds à résoudre pour voir comment faire en sorte que, même s'ils sont formés à l'étranger, qu'ils adhèrent aux valeurs qui sont les vôtres pour pouvoir adhérer à vos causes. Non ? Je vais revenir dans un premier temps sur la partie de l'attractivité. Je laisserai les syndicats répondre pour la deuxième partie. Mais même si effectivement les professions de santé en général ne sont plus attractives parce que les conditions d'études, les conditions d'exercice ne font pas rêver les jeunes quand on leur propose, on leur présente nos métiers. Malgré tout, on remplit quand même en kiné, nos études. Et effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est souvent en second choix. C'est quand les étudiants et étudiantes n'ont pas accès aux écoles de kiné en France qui décident d'aller s'installer, d'aller étudier à l'étranger, puisque finalement, en payant des sommes parfois extrêmement chères, très souvent extrêmement chères, ils ont leur place gratuitement, entre guillemets, sans passer par une sélection. Et pour la partie syndicale, c'est pas tout à fait vrai dans le sens où nous on le voit de plus en plus. Vous êtes français ou peu importe d'ailleurs, vous êtes espagnol, vous faites vos études en Espagne. Nous maintenant, ils ont compris quand ils reviennent en France et qu'ils veulent s'installer, qu'ils ont intérêt à avoir le discours syndical et de savoir comment ça fonctionne. Donc c'est pas parce que vous avez fait vos études alors je vais dire Gironde par exemple, parce que moi je suis à Montpellier et que j'ai plein d'étudiants qui arrivent de là-bas, qui arrivent et qui vont tout de suite se syndiquer pour avoir des réponses à leurs questions pour leur installation. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, ça peut être aussi une raison qui pousse, qui fait en sorte que les gens ils n'adhèrent pas tout de suite. Parce que quelqu'un le travail qu'ils font aujourd'hui avec des réunions, des meetings, des sensibilisations, c'est forcément de l'autre côté, ils n'ont pas ça. Oui. Donc ils ne peuvent pas rattraper. Alors, je ne sais pas, peut-être que je m'exprime mal sur le sujet, mais il y a quand même un sujet là qu'il faut
il faut y réfléchir. Alors on commence à avoir des écoles espagnoles qui nous demandent, nous syndicats, de venir parler de l'installation en France. Mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'on a quand même des écoles qui sont créées à la frontière, en sachant pertinemment que 95% des élèves qui vont former vont revenir travailler derrière. Ouais. Les études sont en français, alors qu'on est en Catalogne. Et derrière, on demande aux syndicats français de venir faire de la santé publique pour qu'ensuite ils viennent venir s'installer en France. Alors nous, on va donner de l'information, mais enfin, ça marche sur la tête. Après, c'est ce que disait François, le libre circulation européenne, c'est le sujet, hein. Tout le monde tourne autour. On tourne autour. Comment on peut limiter ça? Dans le droit européen, on ne peut pas. Ouais. Donc après, il y a des autorisations d'exercice. Vous savez, quand vous avez étudié à l'étranger et que vous voulez vous installer en France, vous passez ce qu'on appelle en CRAE, en Commission régionale d'autorisation d'exercice. Et cette CRAE, on va dire, elle est de plus en plus regardante sur le contenu. Parce que moi, j'ai pas de problème à ce qu'un kiné espagnol vienne s'installer en France. Je veux juste que sa formation soit en adéquation avec la nôtre, au niveau des compétences, au niveau des yeux, comprends. etc. Oui, oui. Et après, s'il faut organiser des réunions à Barcelone ou à Alicante pour les sensibiliser, les futurs kinésithérapeutes, moi je vote pour. Et d'ailleurs, on a une problématique par rapport à ça, c'est que donc là, on parle des écoles en Espagne qui sont conventionnées et dont le diplôme est reconnu en France, mais on a aussi beaucoup d'entreprises privées qui surfent justement sur cette possibilité d'équivalence de diplôme et qui ouvrent des écoles dans différents pays. Notamment, là, il y a eu un gros sujet à Malte, donc où il y a eu une école privée qui a ouvert, et en fait, on a beaucoup de parents, d'étudiants et étudiantes qui nous appellent nous disant on comprend pas, on paye plus de 10 000 € par an et le diplôme va pas être reconnu en France. Donc il y a aussi une vraie problématique, on est extrêmement vigilant par rapport à ça de ces écoles illégales qui ouvrent parce que les diplômes sont pas reconnus dans les pays étrangers et donc ils sont pas reconnus en France non plus alors qu'on a passé 4 années à payer 10 000 €. On a tous le souvenir du Clézy, cette fameuse école portugaise qui a ouvert et qui... C'est les mêmes à Malte? Ah mais c'est les mêmes à Malte, d'accord, qu'on remis ça à Malte. Ouais. Donc si vous avez des lycéens dans vos enfants, soyez vigilants dans l'école que vous allez choisir derrière s'ils ne peuvent pas rentrer en France. Parce qu'effectivement, il y a des écoles qui vont vous vendre très cher un diplôme qui ne sera pas reconnu de toute façon. Et ça, c'est une vraie problématique. Moi, je viens de la région nantaise. Là-bas, à Nantes, il n'y a qu'une seule école de kiné. Comment se fait-il, une grande ville comme ça, comme Nantes? On en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des politiques publiques du gouvernement français qui se dit on va pas ouvrir des écoles parce que on n'a pas de quoi, ça nous coûte de l'argent, on n'a pas de quoi les conventionner derrière et donc on reste sur ce modèle-là et les étudiants et étudiantes après s'ils sont pas sélectionnés en France, ils vont étudier à l'étranger pour revenir derrière s'installer ici. Je sais qu'on devait finir à 11h15, il y a du monde derrière nous ou ça... Qu'est-ce qui veut prendre le micro? Non? On a le temps? Ouais, ok. Et pour revenir sur ce point-là, en fait, c'est le dogme qui est au niveau de l'assurance maladie, mais depuis 20 ans, c'est que plus il y a de professionnels de santé pour eux, et plus il va y avoir des dépenses d'assurance maladie. Et c'est ce qui nous conduit aujourd'hui à nous retrouver dans une situation de pénurie de médecins, parce que pendant des années, ils ont cru que c'était une bonne idée de former moins de médecins pour faire des économies. Et on se retrouve dans des situations après qui sont catastrophiques et difficiles à gérer. On en reste là? Bon, en tout cas, on a des stands, à l'ISE, la SNMKR, même la FMKR qui n'était pas là, a un stand juste derrière. Il y a le stand des étudiants juste à côté, il y a le stand des URPS, on en a parlé tout à l'heure, il y a plein de projets chouettes aux URPS. Donc n'hésitez pas à vous balader dans le salon et nous retrouver si vous avez des questions. Merci à tous pour ces échanges et au plaisir sur le salon.